Ceausescu. Novembre 1989. Alors que l'Europe de l'Est tout entière bascule dans la liberté, Nicolae Ceausescu, dictateur inamovible de la Roumanie socialiste depuis 1965, semble lui bien décidé à tenir bon avec les vrais communistes, chinois, albanais, cubains et vietnamiens, tous opposés à Gorbatchev. Il organise encore à Bucarest un congrès surréaliste de son parti communiste. Pourtant, ce dernier déploiement d'arrogance vient tout juste avant la chute. Moins de 3 semaines plus tard, le guide, le conducator, comme il aime se faire appeler tel un chef fasciste, est happé par la seule véritable insurrection populaire de cet automne 1989. Après coup, la chute du régime communiste roumain, après celle de ses 5 autres homologues de l'Allemagne de l'Est à la Bulgarie, apparaîtra comme tout à fait logique, inscrite dans l'effondrement naturel tel un château de cartes de l'ensemble des régimes communistes d'Europe de l'Est. Pourtant, à y regarder de plus près, le déroulement de cette affaire contraste vigoureusement avec toutes les autres. Au départ des manifestations nationalistes hongroises à Timișoara, grande ville du nord-ouest du pays, frontalière de la Yougoslavie et de la Hongrie, en réaction à la mise en résidence surveillée du pasteur László Tőkés, défenseur de la minorité hongroise, dégénère en affrontements sanglants. L'armée et la police tirent sur la foule. L'agitation monte ensuite pendant 6 jours. Le 21 décembre, un meeting de soutien à Ceausescu à Bucarest se transforme en insurrection populaire. Le dictateur doit prendre la fuite en hélicoptère, il sera bientôt capturé et fusillé avec son épouse, la redoutable Elena, ce que le nouveau front de salut national qui lui succède annonce en cadeau de Noël à la population le 25 décembre. Après 3 jours de combats parfois assez violents, notamment en province, la Securitate, la police politique du régime, privée de son chef, dépose enfin les armes. Ce simple récit des faits montre déjà combien la situation roumaine est particulière. La violence de l'affrontement dévoile une différence de nature. En effet, en quoi, pendant cet automne de 1989, la situation en Roumanie était-elle absolument spécifique? Si tout l'Est connaît le poids d'une crise économique majeure, la Roumanie, là encore, est exceptionnellement frappée. Sa direction a décidé de rembourser intégralement sa dette extérieure en vendant à l'étranger la quasi-totalité de la production agricole et énergétique. Pour contraindre les paysans à rendre gorge, un nouveau tour de vis dans la collectivisation a été opéré avec la systématisation des villages, un projet inspiré du stalinisme tardif. Oui, le peuple roumain vit alors un cauchemar sans précédent. Il aimerait de toutes ses forces se débarrasser de l'omniprésent et funeste conducator et se pense volontiers, à l'instar de la formule de l'écrivain exilé Petru Dumitriu, en être réduit à vivre à l'intérieur du subconscient d'un fou. Mais si beaucoup estiment que malgré cela, rien ne se passera à Bucarest, c'est pour de bonnes raisons. La Roumanie a tout pour exploser, oui, mais manque cruellement les déclencheurs que l'on trouve partout ailleurs. Il manque tout d'abord une intelligentsia indépendante, capable de tenir tête au pouvoir au nom des classes moyennes modernes, ouvertes à l'Occident. Car depuis le début des années 70, Ceausescu s'est parfaitement débrouillé pour écraser sous la répression les récalcitrants, tout en laissant les meilleurs, notamment les scientifiques, partir pour l'Occident sans grand obstacle. Bon débat. Il manque aussi à la Roumanie un corps de cadres modernisateurs à l'intérieur même du Parti communiste. Ce dernier s'est véritablement créé dans les années 50 à partir de fonctionnaires soumis et d'ouvriers produits par la seule industrialisation socialiste sans grande tradition antérieure. Les vieux communistes d'avant 1945 ont été, eux, peu à peu marginalisés. Ajoutons, pour faire bonne mesure, la rotation permanente des cadres au sein du parti, la décadence organisée de l'armée au profit de la police, la Securitate, et le paternalisme répressif du régime en province. Ceausescu paraît avoir verrouillé au prix fort son système ubuesque. Et pourtant, il va tomber. Pour comprendre comment on a pu en arriver là, il faut revenir sur les rapports assez complexes du régime roumain avec son suzerain moscovite. Ceausescu, qui prend le pouvoir en 1965, suit parfaitement, en l'accentuant, la ligne d'indépendance vis-à-vis de Moscou instaurée 5 ans plus tôt par son prédécesseur, le fondateur du régime, Gheorghe Gheorghiu-Dej. Ce dernier, conscient de la faiblesse idéologique du régime roumain, s'était efforcé de donner un visage national à la dictature en conservant de bons rapports avec Pékin, tout en se rapprochant de la Yougoslavie de Tito. Ceausescu accentue encore ce tournant, l'Occident apprécie sa liberté de ton à l'égard de Brejnev, son refus de rompre avec Israël en 1967, son indignation lors de l'invasion de la Tchécoslovaquie en 1968,
ce qui le rend pendant un temps très populaire dans son propre pays. Malheureusement, en 1972, sa visite officielle en Chine et en Corée du Nord se solde par un nouveau tournant autoritaire. Le chef roumain préfère décidément le despotisme asiatique. Dès lors, Moscou, par la main du chef du KGB, Yuri Andropov, va chercher à le déstabiliser en reprenant contact avec les vieux communistes inquiets de ces foucades continuelles. Lorsqu'en 1977, Ceausescu s'efforce avec l'aide de la Chine de mettre sur pied un bloc socialiste balkanique embrassant Yougoslavie, Albanie et Roumanie, les soviétiques ne plaisantent plus. Les pressions militaires et politiques se succèdent alors à un rythme accéléré. À l'orée des années 80, Ceausescu recule cependant discrètement. Il fait arrêter un groupe d'intellectuels qui pratiquaient la méditation transcendantale au motif qu'ils auraient cherché à nuire au pacte de Varsovie. Discrètement, le Kondukator revient dans le giron, ce que confirme pleinement son approbation de la loi martiale du général Jaruzelski en Pologne en décembre 81. Mais à partir de l'arrivée au pouvoir de Gorbatchev en 1985, le décor change à nouveau. La perestroïka et la glasnost ne peuvent avoir de toutes les façons que des conséquences désastreuses pour un pouvoir comme celui de Ceausescu. Aussi le Kondukator, qui ne se fait plus aucune illusion, resserre-t-il les boulons à l'intérieur et accroît-il les consultations inquiètes avec ses homologues d'Europe de l'Est, mais aussi du monde arabe, aux fins d'opposer un front du refus à la perestroïka soviétique. Dès lors, pour Gorbatchev, son sort est scellé. Sa chute programmée n'est plus pour le KGB qu'une question de temps. Comment sur le terrain le complot s'est-il organisé? Dans les dernières années de son règne, Gorbatchev a préparé dans toute l'Europe de l'Est une relève générale de la garde pour alléger la pression de cet empire néo-stalinien qui pèse maintenant sur la réforme soviétique. Ainsi, voyons qui sont ici les bénéficiaires immédiats du bouleversement, les dirigeants de l'encore mystérieux Front du Salut National. Ion Iliescu, le président, fils d'un cheminot vétéran du parti, chef des étudiants roumains à Moscou au début des années 50, puis des jeunesses communistes, éloigné du bureau politique par Ceausescu dans les années 70, il a critiqué le volontarisme du chef. Privé de toute responsabilité, il est virtuellement en résidence surveillée, bien que des diplomates soviétiques aient plusieurs fois évoqué son nom comme celui d'un partisan de Gorbatchev à Bucarest. Silviu Brucan, cet ancien fonctionnaire du Comintern et des services secrets soviétiques, a été chargé des émissions de Radio Moscou en langue roumaine pendant la guerre, général de la Securitate dans les années 50, il a été ambassadeur à Washington dans les années 60. Mis à la retraite comme pro-soviétique, il a gardé quelques bons contacts avec son ancienne maison, le KGB, tout en ayant laissé de bons souvenirs aux Américains. Le général Militaru, brave officier, peu éclairé, compromis dans les années 70 par une maîtresse russe qui travaillait pour le GRU, le renseignement militaire soviétique, et depuis lors mis à l'écart lui aussi. Seul le général Stanculescu, chef d'état-major de l'armée de Ceausescu, et le jeune physicien Petre Roman, nommé Premier ministre d'ouverture, ne se rattachent pas directement à ce courant issu de l'ancien parti communiste, bien que le père de Petre Roman, Walter, ait été un héros des brigades internationales. Le rôle de Stanculescu est par ailleurs pour le moins ambigu. N'a-t-il pas passé toutes ses vacances d'été dans la Hongrie voisine et gorbatchevienne à l'instigation de son homologue, le général Karpati? Intrigant hors pair, il semble bien que Stanculescu ait convaincu Ceausescu que ces vacances hongroises visaient à préparer une contre-offensive anti-gorbatchevienne dans toute l'Europe de l'Est. C'était exactement le contraire qu'il préparait en vérité avec l'appui du KGB et des services secrets hongrois. Bien sûr, la grotesque manipulation de Timișoara, organisée peu après, et qui fait croire à l'existence d'un charnier de 4630 corps, tous hâtivement extraits de la morgue municipale, confirme l'action de comploteurs, en l'occurrence d'une subtilité plutôt médiocre. De meilleure qualité, en revanche, la provocation suivante. Depuis 2 ans environ, les téléspectateurs roumains regardent la télévision bulgare, qui retransmet les programmes de Moscou et a adopté un ton parfois très libre. Le jour même de l'émeute de Timișoara, alors que personne n'est encore au courant des violences à Bucarest. Le journal télévisé de Sofia transmet les images d'une manifestation devant l'ambassade de Roumanie avec des banderoles en roumain qui exigent la fin des massacres. On ne trouvera plus jamais trace en Bulgarie de ces courageux et éphémères manifestants. Tout conduit en fait au scénario d'une révolution de palais bénéficiant d'une mise en scène néo-romantique exceptionnelle orchestrée depuis Moscou. La dernière révolution communiste au cœur même de la liquidation du système communiste. Le reste, l'insurrection populaire de Bucarest, le basculement de l'armée, est venu par surcroît après que les services spéciaux eurent déblayé le terrain. La réalité de toutes ces opérations ne fait plus guère de doute.
Elles fascinent par leur caractère mensonger et rusé, au point parfois de cacher certaines réalités fondamentales. Une fois lancée, l'insurrection prit un authentique caractère populaire. Si Timișoara a été le théâtre de plusieurs manipulations, des centaines de jeunes, de militaires et de simples citoyens se sont pourtant exposés les jours suivants, poitrine nue, au bal de la Securitate. Il y eut sans doute 300 morts dans tout le pays, dont probablement la moitié dans les combats du centre de Bucarest. La résistance armée de la Securitate et de ses alliés libyens et palestiniens aux parachutistes ralliés au mouvement n'a pas non plus été une mise en scène. Il en ira de même pour le nouveau régime. Inspiré par Gorbatchev, qui usait une dernière fois des grands moyens que le KGB mettait à sa disposition, le Front du Salut National dérive pourtant, lentement mais sûrement, vers une démocratie populiste de moins en moins dangereuse, de plus en plus accommodante au fil des ans avec l'Occident. L'alternance finit enfin par s'opérer en 1996, retour à la normale, certes. Il n'empêche, de toutes les transitions démocratiques à l'est de l'Europe, la révolution roumaine de décembre 1989 demeure la plus étrange, la plus mystérieuse, la plus baroque, la plus inattendue de toutes, cynique comme un aphorisme du moraliste Cioran, cruelle comme un drame issu des profondeurs du temps.